Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. Salut à tous. Avant de faire le teasing de cet épisode, je voulais vous demander, si vous aimez ce podcast, de vous engager un peu avec moi. Alors comment ? C'est en allant tout simplement sur Apple Podcast, qui est la seule plateforme qui permet de noter, en me laissant votre note, votre commentaire. C'est super important pour moi, pour des questions de visibilité, mais surtout pour essayer d'orienter les interviews vers des sujets qui vous parlent. Ce que je vous propose donc, si vous voulez contribuer, c'est d'aller sur Apple Podcast et de laisser en commentaire le ou les métiers que vous aimeriez entendre sur 42 minutes. Là, par exemple, tout de suite, si vous pensez à un métier qui vous fascine, qui vous intrigue, mettez sur pause, allez sur Apple Podcast, laissez votre commentaire et moi, j'irai chercher la perle rare pour vous. Voilà, revenons à nos moutons. Mon invité du jour, il s'appelle Ferdinand. Il a une double vie. Ferdinand, il est musicien-compositeur, mais à côté, il a trouvé avec le dev un moyen de faire coexister sa passion avec le niveau de vie qu'il recherche. Pour les novices, quand on dit dev, ici je parle de programmateur pour des sites web, des applications, etc. Ferdinand va tout nous dire sur son métier, mais avant ça, il nous a fait l'honneur de nous partager en avant-première sa dernière composition. Donc je vous dis bonne écoute. Vous êtes l'heure, je suis le lieu, nous sommes un rendez-vous manqué. Vous êtes l'heure, je suis le lieu, nous sommes un rendez-vous manqué. Ferdinand, merci de prendre le temps de cette interview, très heureux de te rencontrer. C'est un plaisir. On va commencer direct avec la question la plus basique du monde, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire du dev ? Comment tu as démarré ? D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Je sais pas si on peut commencer par le fameux truc de qu'est-ce qu'on disait qu'on voulait faire quand on était petit. Moi, quand j'étais petit, je me souviens d'avoir dit 3 choses et successivement d'avoir eu des retours des gens qui faisaient ces métiers qui me disaient « Elle là, mon petit gars, surtout ne fais pas ce métier-là, c'est un dur métier », de la part d'ouvriers du bâtiment parce qu'il y avait des travaux dans la maison de mes parents. J'étais assez captivé par tout ça. J'ai eu ce retour-là d'architecte parce que ma mère côtoyait pas mal d'architectes et que je dessinais des plans. Et puis, j'ai eu ça de la part de musiciens parce que assez vite, j'ai été passionné de musique. Donc au final, au moment de choisir une voie pour mes études, je vais dire que j'ai fait le choix assez facile de faire une prépa parce que j'étais bon en maths et assez vite avec l'idée de vouloir faire spécialisation dans le monde de la construction, donc c'est un peu à mi-chemin entre l'ouvrier et l'architecte. Donc j'ai été diplômé d'ingénieur génie civil en 2009, à la suite de quoi j'ai commencé à travailler pour une major française de la construction qui s'appelle Eiffage, qui est bien connue. Et parallèlement à tout ça, j'ai toujours fait de la musique. J'ai suivi des cours de violoncelle quand j'étais petit, entre mes 6 et mes 18 ans. Et puis à côté de ça, il y avait un piano, une guitare chez moi, donc j'ai un peu appris le piano et la guitare. Et assez vite, au-delà de l'apprentissage de la musique, il y avait quelque chose qui m'appelait au-delà du fait de la formation classique, un aspect créatif que je ne retrouvais pas dans la formation classique, qui était d'être devant un piano et une guitare et puis d'inventer des choses, de composer. J'ai passé 2 ans chez Eiffage. Au bout de 2 ans, donc le concurrent, à savoir Bouygues, qui m'appelle pour proposer quelques euros de plus sur le salaire, et puis un peu moins de temps de trajet quotidien aussi. Donc je n'ai pas trop réfléchi, j'ai été un peu tout droit pour faire exactement la même chose. Ton boulot à cette époque-là, dans les grandes lignes ? C'est ce qui s'appelle l'ingénieur méthode. Grosso modo, l'ordonnancement de la construction de la structure d'un bâtiment. Donc c'est quelque chose qui finalement où il faut pas une énorme scientificité derrière, il faut juste savoir qu'on doit construire les murs avant de construire le plafond et ensuite c'est beaucoup de bon sens et beaucoup de technique de la construction. C'est un boulot de bureau avec des déplacements ponctuels sur les chantiers, quelques fois à plein temps sur les gros chantiers mais sur plus un boulot de bureau d'études quoi. Au bout de 2 ans, je pars donc un peu vite chez Bouygues et puis ça se passe pas bien là-bas et donc ma période d'essai n'est pas à renouveler. Je me retrouve du jour au lendemain au chômage sans trop avoir compris pourquoi. Et puis donc avec déjà une première période de remise en question,
À ce moment-là, j'ai commencé à faire de la musique de manière un peu plus personnelle. J'ai rencontré des gens avec qui créer. Grosso modo, jusqu'à présent, je jouais dans les groupes des autres. Je suivais un peu les autres dans leurs projets. J'ai rencontré à ce moment-là des paroliers et on fait des chansons ensemble. On profite pour faire un peu plus ça pendant quelques mois, mais malgré tout, je me sens pas de ne faire que ça. Et je reprends quelques mois plus tard une activité dans le monde de l'ingénierie, de la construction toujours, mais avec à ce moment-là une tendance dans le monde de la construction qui continue de se développer, qui s'appelle le BIM ou la maquette numérique. Donc grosso modo, le fait de modéliser un bâtiment en 3D pour ensuite le construire en vrai, mais d'anticiper au maximum via une maquette numérique. Donc je mets un peu ce mot-là sur mon CV en cherchant un peu par hasard, en contactant des gens sur LinkedIn, et j'arrive complètement par hasard dans une équipe de recherche et développement, en mettant aussi en avant le fait que j'ai pas un diplôme d'informatique, mais j'aime bien coder et que cette discipline appelle, on va dire, à numériser beaucoup de bâtiments et donc à avoir ce genre de compétences peuvent être utiles. Pour faire un peu le bilan, est-ce que tu as fini par identifier un peu pourquoi ça l'avait pas fait avec Bouygues? Je crois que j'avais une tête qui convenait pas au chef de service. Et je pense qu'au-delà de ça, que ça m'avait révélé de manière un peu plus profonde, même si ça s'était bien passé chez FH, c'est que j'avais pas un caractère peut-être un peu grande gueule nécessaire pour réussir dans ces entreprises-là, où on va dire il faut un peu montrer qu'on est là, parler fort, s'imposer. Ouais. C'était pas mon style et je pense que je me serais fait un peu broyer. Donc c'était finalement un mal pour un bien que ça s'arrête aussi vite. Donc je me mets à chercher un nouveau travail avec le mot BIM sur mon CV et j'arrive un peu par hasard donc dans une équipe de recherche et de développement d'une ingénierie, une grande ingénierie française qui s'appelle CETEC. Cette fois-ci ça se passe du coup très bien, je rentre très bien dans les problématiques que je dois traiter. Je me mets du coup à faire beaucoup de code, à faire du développement, du C++ en l'occurrence. Là je suis complètement intégré dans un environnement je pense humain qui me correspond mieux. Et là ça prend un virage qui est complètement inattendu, mais qui n'est pas mon fait. On est 7 dans l'équipe, on a tous entre 27 et 30. Le chef de service, lui, en a 45. Il a un peu fait le tour de la boîte dans laquelle il a fait grosso modo toute sa carrière. Il a envie de partir et on se dit tous autour de lui qu'en gros, sans lui, l'activité qu'on mène à ce moment-là continuera pas et que l'équipe va exploser et qu'il y a malgré tout quelque chose d'assez fort qui s'est créé dans l'équipe et qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc on va voir la direction en leur proposant d'externaliser l'activité qu'on a à ce moment-là, qui est une activité à la fois de mission d'ingénierie, de calcul de structure de pointe et de développement d'un logiciel pour faire ces calculs. On traite, comme on dit, les moutons à 5 pattes et pour traiter ces moutons à 5 pattes, il faut ouvrir le capot du logiciel et bidouiller dedans. Donc c'est ça le rôle de cette équipe. On va voir la direction en proposant d'externaliser l'activité. Il y a cette tendance autour de la maquette numérique notamment. Et malheureusement, la direction ne l'entend pas de cette oreille et la discussion tourne court, qui fait que après quelques semaines, un peu de guerre des tranchées, on va dire, les 7 personnes de l'équipe, on pose notre démission tous ensemble. Ça a été un peu irréfléchi sur le moment. Et puis donc on part, non pas en externalisant l'activité qu'on faisait jusqu'à présent, mais on repart de zéro, avec l'idée donc de développer un nouveau logiciel, de se financer en créant une boîte à 7 et pas à 2 ou 3 comme la plupart des jeunes start-upers le font. Ça, c'était en 2014. Et cette aventure dure pour moi 4 ans et demi. 4 ans et demi pendant lesquels je continue à beaucoup coder. J'étends un peu mon panel de compétences vers aussi le développement web. Toi, tu avais déjà commencé à te former au développement en tant que loisir avant le boulot précédent, c'est ça ? J'ai dû le faire un petit peu en étant adolescent. Il y avait une interface de programmation sur les calculettes Texas Instruments. Je ne sais pas si tu as connu ça. J'ai dû faire à ce moment-là un petit peu de JavaScript. Après, j'ai eu des modules de cours dans mon école généraliste, mais voilà, j'ai dû avoir 30 heures en tout. Je savais que c'était des modules de cours où j'avais eu des bonnes notes. C'était peut-être même des rares bonnes notes que j'avais eues pendant l'école d'ingénieur. Donc je savais que j'étais naturellement pas trop mauvais là-dessus. Enfin non, effectivement, je me suis formé sur le tas chez CETEC et puis ensuite dans la création de notre startup via des tutoriels ou en collaborant avec des gens extérieurs. Tu avais prévu à un moment ou à un autre dans ta vie de monter une boîte ?
Absolument pas. Comme je te l'ai dit, c'est un truc qui est arrivé, qui a peut-être maturé ou explosé en un mois, quoi. Ma femme dit le matin, je suis parti en disant la discussion tourne mal, je vais peut-être démissionner. Et puis le soir, je suis revenu en disant ça y est, on a démissionné, quoi. Donc non, c'était absolument pas quelque chose qui était prévu. À ce moment-là, je le fais un peu dans cet élan collectif, parce que moi, du coup, je continue à faire de la musique à côté. J'ai même pris à ce moment-là un 4/5e pour avoir le temps de développer mes projets musicaux. J'ai commencé à faire des concerts, à sortir des chansons sur internet, mais je me sens un peu seul peut-être, j'arrive pas à l'impression de pas réussir à fédérer les gens autour de moi, et la création de cette entreprise, c'est l'occasion de faire un projet un peu fou avec des gens de mon âge que j'estime humainement et intellectuellement sur un certain nombre de points, et c'est un peu comme faire un groupe de rock mais dans le monde de l'entreprise, quoi. Donc cette décision se prend un peu par une espèce de truc de transposition de ce que j'arrive pas à faire à plusieurs dans le monde de la musique, on va le faire à plusieurs dans le monde de l'ingénierie. Et puis évidemment, c'est un démarrage assez difficile puisqu'il faut sortir un produit, puisqu'il faut se financer. Enfin, les difficultés de tous les entrepreneurs à ceci près que nous, du coup, on a démissionné, donc on n'a pas le chômage. Puis on est 7, quoi. Donc il faut assez vite dégager des revenus assez importants. Cette expérience dure 4 ans et demi pour moi et assez vite, je suis un peu submergé par cette expérience parce que on a une roadmap qui est absolument gigantesque. Il y a plein d'idées techniques qui viennent mais qui mettent du temps à réaliser. On a du mal à sortir un produit, à le vendre. Assez vite, je me mets à mal dormir la nuit. T'as plus du tout le temps de faire de la musique, si? Alors j'ai mes soirs et mes week-ends quand je suis pas trop fatigué, mais effectivement le dynamisme de mes projets musicaux en prend un petit coup. Ça se fait en plusieurs phases. J'ai quand même une vision à long terme. J'ai le sentiment que je ne vais pas m'épanouir dans un parcours classique d'entreprise et que je vais m'épanouir dans un espèce de truc où je vais pouvoir aménager mon temps moi-même. Donc à ce moment-là, je me dis si cette boîte elle marche, après tout, je serai parmi les fondateurs, donc j'aurai tout à fait toute capacité à peut-être pouvoir réaménager mon temps comme je veux. Et si elle marche pas, j'aurai acquis des compétences qui seront sans doute assez facilement, plus facilement vendables en tant qu'indépendant. C'est plus facile d'être développeur en freelance que d'être ingénieur structure. À quel moment tu te poses la question de recalibrer un peu ta vie, de prendre un virage? En 2016, j'ai mon premier petit garçon qui est né, et au bout de quelques mois, les insomnies du code ajoutant aux insomnies du petit garçon, ajoutées au fait que du coup la musique est encore plus réduite à une portion congrue, fait que je me dis qu'il faut changer tout ça, mais je vais prendre pas mal de temps pour le changer. La boîte tourne pas très bien, mais enfin elle continue à tourner un peu. Je me sens pas de partir du jour au lendemain, donc j'essaye un peu de déléguer, de passer de transmettre les compétences que j'ai. Je propose une formule où je dis que je prends 6 mois de break, vraiment à ma charge, et qu'à l'issue de ces 6 mois-là, je vois si je reviens ou si je reviens pas. Au final, ça s'est fait que j'ai pris 6 mois de break, je suis revenu encore pour 6 mois, et puis ça s'est arrêté. Pendant ton break, tu faisais quoi? Tu as fait que de la musique, du coup? Je me suis reposé déjà parce que j'étais à plat, quoi. J'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait du bricolage aussi. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, donc il y avait pas mal de petits travaux à faire. J'ai pas touché à une ligne de code pendant 6 mois. La décision a été prise, on va dire. Du coup, j'avais mis un peu de temps à couper le cordon. Donc j'étais, moi, associé dans la boîte, mais non gérant, donc j'étais salarié, donc je pouvais avoir une rupture conventionnelle qui me donnait le droit à un chômage qui était assez petit parce que comme la boîte marchait pas bien, on se payait pas beaucoup. Et j'ai pris ensuite quelques autres mois de chômage pour réfléchir, pour réorienter ma vie tout en continuant à faire de la musique à côté. À aucun moment, tu t'es dit que ça avait du sens d'aller à 100% dans la musique? Ça dépend ce qu'on appelle 100% dans la musique, quoi. Quand j'ai commencé à faire mes trucs à moi, j'avais déjà 25 ans, j'avais déjà joué dans les groupes des autres et tout. J'avais vu à quel point c'était difficile. Enfin, j'avais vécu par procuration des espoirs un peu déçus, quoi. Ce dont je me rendais compte, c'était que beaucoup de gens disent je suis professionnel dans la musique qu'ils vont donner des cours, parce qu'ils vont coacher des gens, parce qu'ils vendent un certain nombre de choses, et que les gens évidemment qui vivent de leur propre création, ils sont très très rares. Il y en a, hein, mais ils sont très rares. Et en fait, moi, c'était un peu ce truc peut-être ça ou rien, c'est-à-dire qu'en gros, moi, l'important, c'était de libérer du temps pour ma propre création, mais
que je ne m'épanouirais pas à finalement être dans un environnement musical pour le principe d'être dans un environnement musical. Moi, ce que je veux, c'est avoir le plus de temps à passer à composer et à mettre en valeur mes compositions. Ouais, je comprends tout à fait. Il y a le même phénomène, on en parlait un peu en off, même phénomène en photo. J'ai aussi quelques amis dans le même cas. À un moment ou l'autre, à un moment, tu prends la décision soit de vivre de la photo et de faire des projets pas fun, ou de garder ça dans une partie de ta vie où t'as pas de pression d'argent et où du coup tu es un petit peu plus libre et tu te blases aussi un petit peu moins. Ouais, il y a quand même une limite que je vois à ça, c'est que du coup j'ai toujours tendance à faire musique un peu tout seul dans mon coin. J'ai, on va dire, un peu souffert du fait de pas être assez en interaction avec d'autres musiciens pour pouvoir échanger, pour pouvoir s'entraider. C'est un peu la seule limite que je vois moi dans mon cas précis. Hein. Voilà, ce que je veux, c'est le moment où je suis content, où je suis heureux, c'est le moment où je compose une chanson. Et j'aimerais que ce moment arrive le plus souvent. Et puis, si possible, je veux que ce plaisir soit partagé avec d'autres. Mais du coup, ça ne dépend pas que de moi. On va dire que l'important, c'est la création. Et après, si je devais résumer la chose en une formule, c'est la différence entre vivre par la musique et de vivre pour ma musique. Donc c'est un peu la nuance que je ferais. En résumant un petit peu, tu es dans une période où tu prends puis un autre break dans la startup où tu es cofondateur. Et là, tu sens que d'une manière ou d'une autre, tu dois basculer vers autre chose. Ouais. Et si je comprends bien, le développement a pris une part importante dans ta vie, mais c'est pas encore complètement un choix acté pour toi. Au moment où je pars, j'ai cette idée de faire du développement en freelance. Je veux juste prendre un peu le temps de réfléchir à cette idée-là. C'est à ce moment-là que, pour faire un écho à un autre podcast où tu as reçu le CEO de Chance, c'est à ce moment-là que j'ai été mis en contact avec les gens du programme Chance et que j'ai suivi tout leur programme. Je présente à ce moment-là l'idée que j'ai, qui est de dire moi je veux dégager du temps pour faire de la musique. J'ai l'impression que si je vais essayer de me vendre en tant que chef de projet de développement salarié, je vais pouvoir gagner je sais pas combien 4000 euros, 3500, 4000 euros par mois en travaillant à plein temps. Et moi je veux pouvoir ajuster le curseur où je mets ça à 60, 50, 60, 70% et pouvoir gagner moins et travailler moins. Bon, j'ai déjà vécu le truc du 4/5e, j'ai un peu vu les limites de la chose parce que une journée par semaine ça a tendance à faire une activité un peu hachée. Donc je me dis peut-être que l'idée d'être freelance dans le développement, ça permettrait de faire des missions sur quelques mois et puis ensuite d'avoir quelques mois de break pour faire de la musique et ainsi de suite. Enfin voilà, donc j'ai envie d'expérimenter cette nouvelle formule. Je présente aux gens du programme Chance ce projet en disant voilà, j'ai cette idée-là et je veux un peu la tester. C'est une idée malgré tout qui est un peu pragmatique, hein, qui est que des développeurs, tout le monde en cherche. Donc, si je veux critiquer ma propre idée, c'est peut-être une idée qui manque un peu de panache, quoi. Donc, je suis leur programme. Ça permet de mettre au point un certain nombre de choses sur moi-même et sur finalement ce qui me fait lever le matin, quoi. Et finalement de mettre un parallèle entre le côté créatif peut revêtir la composition de musique et le développement. Je suis heureux à la fin de la journée si j'ai l'impression d'avoir fabriqué quelque chose dans un domaine comme dans l'autre. Ce programme me permet un peu de challenger cette idée, mais la déstabilise pas complètement et je reste avec cette idée-là au moment où je commence à créer mon auto-entreprise, puis à démarcher des clients à mi-2019. Comment tu as financé tout ça? On parle de quoi, 2 ans à peu près? Les 6 mois de break, du coup, étaient complètement sur mes finances personnelles, puisque du coup, c'était vraiment un congé sans solde, quoi. J'avais souscrit des actions Eiffage quand j'ai commencé mon premier CDI chez Eiffage et que, à ce moment-là, l'action Eiffage était assez basse et qu'elle a ensuite complètement monté. Donc, ça fait un petit pactole ça devait valoir 20 000 euros quand je les ai vendus. Donc, ça m'a permis de tenir les 6 premiers mois et puis un peu dans les 6 mois suivants où là, j'avais un petit chômage. C'était pas suffisant pour vivre à Paris avec les 2 enfants, mais enfin ça contribuait. Est-ce que tu as eu des blocages, des peurs, des facteurs un peu limitants que tu as dû lever? Ou ça s'est fait intuitivement et assez naturellement pour toi? Des peurs, j'en ai eu. En fait, j'ai eu surtout en regardant
un peu les profils des gens qui étaient freelance en développement. Je voyais beaucoup de gens qui étaient souvent plus jeunes que moi, qui fabriquaient des sites web depuis qu'ils avaient 15 ans, et qui étaient peut-être même quelque part plus passionnés que moi par ça. Et donc je me posais la question de savoir si finalement, est-ce que j'allais déjà, c'est un peu terrible parce que j'ai 33 ans, mais de me dire est-ce que j'allais pas être le vieux schnock de service au milieu de startups qui ont des développeurs diplôme plus 2 ou 3 quoi. Il y a eu un peu ce doute-là. Comment tu l'as surmonté, ce truc-là? C'est une question qui n'est pas complètement résolue en fait, mais c'est un peu toujours la question, est-ce qu'il faut plutôt être un peu généraliste et faire un peu ce que tout le monde sait faire, ou essayer de développer sa propre expertise à soi. En me lançant sur le marché du freelance, les premiers clients naturels que je pouvais chercher étaient des startups dans le monde de la construction ou dans le monde de la maquette numérique, ou plus on va dire un peu plus largement de la CAO, de la 3D précise, quoi, de la 3D technique et industrielle. Donc ça peut constituer une spécificité par rapport à quelqu'un qui fait du développement web pour lequel il y a un nombre incalculable d'offres. Je me suis un peu dit, voilà, il faut que j'essaye de jouer ma carte à moi, qui va pas être la carte la plus rassurante où j'ai l'impression que je vois des offres à n'en plus finir, mais qu'il faut essayer de tracer sa route à soi. Est-ce que tu as eu besoin de te former en plus, ou est-ce que tu étais déjà assez solide, ou assez solide en tout cas pour trouver tes premiers clients? Alors, assez solide pour trouver mes premiers clients, oui. Techniquement, j'avais pas trop de doutes là-dessus, même si j'ai eu un parcours un peu original dans ce domaine-là. Dans un côté de soutien, de coaching, peut-être le dialogue avec l'équipe de Chance a été intéressant, parce que on en vient tout de suite à la question comment il faut gérer un entretien. C'est plus un entretien, du coup c'est plutôt un rendez-vous client, mais comment fixer ou négocier son TJM, son taux journalier moyen. C'est plus là-dessus où je sentais un peu une incertitude et où il y a une aventure qui d'ailleurs, je pense, continuera d'en être une, puisque en vendant des missions de développement, c'est quand même rare que ça fasse moins de 3 mois, c'est quand même plutôt 6 mois ou plus, surtout si moi j'aspire à être plutôt sur des sujets un peu techniques et pointus. Par conséquent, on sait pas comme si on vendait des choses tous les jours, quoi. Donc la mécanique de vente, elle est à réaffiner à chaque fois ou à retravailler. Ouais, c'est intéressant, en fait, tu te sentais assez solide sur l'aspect technique, quitte à, j'imagine, à consulter des personnes ou des sites pour compléter ce qui te manquait, mais t'avais besoin d'être un peu accompagné, un peu rassuré sur la partie démarchage commercial, tout ça, quoi. Ouais, du coup, le démarchage, ça peut se faire de manière un peu informelle, en contactant des gens sur LinkedIn et tout, en reniflant, j'avais un peu envie de dire. Aujourd'hui, donc tu es freelance dev, je suis allé sur Malte, j'ai vu ton profil. Oui. Tu pourrais nous raconter un peu ta vie, le quotidien, comme si on n'y connaissait rien, ce qui est le cas. Hors Covid-19, une semaine type aujourd'hui, ça ressemble à quoi pour toi? Il y a pas encore énormément de recul pour savoir ce qu'est pu être une semaine type, mais enfin, grosso modo, une journée de travail chez mon client, 2 ou 3 journées chez moi, et puis 1 ou 2 journées à faire de la musique, puisque c'était ça aussi le but de jeu, c'était de libérer du temps. D'ailleurs, là, je parle en journée, mais ça a pu se découper en demi-journée aussi, où le matin, je travaille chez moi, et puis l'après-midi, je vais répéter. Donc, il y a encore assez peu de recul, d'autant que là, je parle d'une journée par semaine. En fait, successivement, avec le client avec lequel je travaille actuellement, j'ai d'abord travaillé au forfait avec grosso modo des objectifs. Enfin, j'avais un budget mensuel et puis des objectifs à remplir chaque mois. Du coup, c'était complètement désorganisé, c'est-à-dire que ça m'arrivait de travailler le soir, le machin, pour jongler avec les différents impératifs musicaux. Là, depuis janvier, je suis au temps passé, donc là, ça s'est un peu structuré déjà en journée ou en demi-journée. Donc, je dis chaque semaine ce que j'ai fait et combien de temps j'y ai passé. J'ai encore assez peu de recul, mais en tout cas pour l'instant c'est quelque chose qui m'a complètement convenu parce que ça a complètement répondu à l'objectif qui était de libérer du temps pour faire de la musique et de l'organiser un peu comme je veux, quoi. Quand tu es freelance, développeur freelance, au-delà de ta spécialisation, tu te vends soit au forfait, comme tu le disais, avec des missions et un certain budget pour faire ces missions, et tu te débrouilles après toi sur le temps. Ouais. Soit c'est ça.
Je pense que les missions quand même à la journée sont quand même plus fréquentes. Au forfait, c'est quand même assez risqué pour le développeur. On peut très vite déraper sur une tâche qui peut nous paraître complètement anodine, découvrir des gros nœuds, surtout si on travaille dans une code base qui est déjà existante, qui est actuellement mon cas, découvrir des gros nœuds ou des gros blocages qui peuvent mettre du temps à démêler. À l'origine, la mission au forfait, telle que je l'ai pratiquée, on avait défini de bonne entente avec mon client que j'avais des objectifs à remplir, mais que on était assez souple sur les conditions de réalisation de ces objectifs, et qu'en outre j'avais quand même un fixe qui était garanti même si je ne réalisais pas ces objectifs. C'était un peu une formule qu'ils avaient trouvée parce que je sais pas pourquoi, mais ils avaient un peu du mal à accepter le fait de travailler avec quelqu'un qui travaillait au taux journalier. Puis entre-temps, ils ont pris un autre freelance parce qu'il y a un membre de leur équipe qui est parti, qui lui a dit d'emblée qu'il travaillait au taux journalier, donc finalement ça s'est fait comme ça, quoi. Avant d'aller dans les bons et les moins bons côtés, est-ce que le mythe du développeur qui peut bosser 3 jours semaine, c'est vrai ou pas? Dans d'autres métiers, c'est complètement faux. Dans le dev, j'en sais rien. Pour l'instant, moi, ça, c'est vrai, mais je pense que là, ça marchait compte tenu de la spécificité du projet sur lequel je suis actuellement. Dans d'autres contextes, enfin, c'est des tâches qui sont assez prenantes intellectuellement. Faire ça 3 jours par semaine, pour moi, c'est pas l'idéal. Dans un premier temps, j'imaginais plutôt des missions qui durent 6 mois à plein temps, et puis ensuite avoir des mois de break, quoi. À quel point c'est vrai? C'est sûr que c'est des compétences qui sont très demandées, donc du coup c'est plus facile de se flexibiliser vis-à-vis de l'employeur. C'est effectivement des métiers qui permettent beaucoup plus le télétravail. Après, j'ai que peu de recul sur la répétitivité de l'expérience. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a des grands besoins. C'est plutôt facile de trouver des missions qui sont relativement bien payées. J'ai pas assez de recul pour conclure. À date, c'est déjà intéressant d'avoir. Ouais. Enfin, souvent, c'est au démarrage que c'est difficile. Donc, si au démarrage il y a du boulot et que tu peux te vendre correctement, c'est plutôt un bon signal. Quelqu'un qui se mettrait un peu dans tes pas, il peut espérer vivre correctement en étant freelance dev, selon toi? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, font ce métier-là sans avoir une formation d'ingénieur informaticien ni même d'ingénieur. Ça n'est pas, à mon sens, effectivement nécessaire. À quel point ma formation d'ingénieur et surtout le profil créateur d'entreprise était valorisé et facilitait le fait de trouver des missions, je ne sais pas à quel point c'était le cas. Se lancer après le bac, il y en a qui le font, hein, donc c'est sans doute pas donné à tout le monde. Je peux supposer que c'est bien quand même d'avoir des expériences de travail en équipe au sein de structures de start-up ou d'éditeurs logiciels ou de SS2I avant de se lancer complètement tout seul. Mais à vrai dire, je n'ai pas de généralité à émettre là-dessus, quoi. Un freelance, enfin si toi tu te vends correctement, si tu trouves un projet, je parle pas de la poule aux œufs d'or, tu vois, mais le projet un peu normal sur plusieurs mois, tu peux espérer à peu près couvrir tous tes besoins financiers avec ton job actuel? Complètement. Enfin, puisque tu parlais de Malte tout à l'heure, Malte, on peut voir les TJM, les taux journaliers des gens qui sont des taux journaliers indicatifs, hein, sur lesquels il y a une commission. Mais enfin, après, ça dépend de ses besoins, des besoins de vie. Bien sûr. Quelle voiture on a envie d'avoir, dans quel appartement on a envie d'habiter. Si on a, on va dire, un train de vie normal, j'ai l'impression que on gagne à peu près aussi bien sa vie en tant que freelance. Après, il y a aussi la question du statut d'auto-entrepreneur, qui du coup n'offre aucune garantie sociale, mais c'est pas très solidaire de dire ça, mais en tant que développeur, comme on a le sentiment qu'on va toujours trouver du boulot, on dit qu'on n'a pas besoin de cette garantie sociale. Le statut d'auto-entrepreneur qui a quand même des avantages fiscaux assez importants par rapport à un CDI, c'est sûr que c'est pas le même ratio, d'autant que pour être développeur, on n'a pas beaucoup d'investissement de départ à faire, quoi. Il faut acheter un ordinateur et puis c'est bon, quoi, un téléphone. Ouais. Pour un profil un peu junior, quelqu'un qui se lance sur le marché en tant que freelance, tu penses qu'il peut espérer à peu près quelle fourchette, pour peu qu'il ait des clients, tu vois, évidemment, s'il n'a pas de clients, il n'y a rien, mais quelle fourchette de revenus à peu près mensuels, tu penses, pour quelqu'un qui serait pas un ultra spécialiste? Grosso modo, en tout cas, le message qui est passé, quand tu parlais de Malte tout à l'heure, quand j'étais les voir, il disait, nous, les gens qui se mettent à moins de 500 € au jour sur notre plateforme, ils nous intéressent pas. Ils disent ça parce qu'eux, ils ont une commission. Donc, toi, t'es à 700. Je suis à 700. Après, j'ai jamais fait de mission avec Malte, donc je sais pas à quel point c'est complètement vrai, parce que il y a un certain nombre de gens qui critiquent aussi ces grosses plateformes et qui essayent de monter des plateformes indépendantes, autogérées, des plateformes sans commission, quoi.
Voilà, il suffit de calculer que, mettons à 500 € au jour, si on vend 20 jours par mois, ça fait déjà 10 000 €, donc c'est facturé 10 000 €. Et sur cette facture, en tant qu'auto-entrepreneur, il y a 25% de charge jusqu'à un certain plafond, et ce plafond, il est plus haut si on a un enfant ou 2 enfants. Et ça, c'est aujourd'hui. Comment le marché évoluera par la suite. Enfin, je manque un peu de perspective à moyen et à long terme, quoi. Bien sûr, mais en tout cas, merci pour ta transparence, parce que c'est toujours évidemment la grande question que tout le monde se pose quand on doit soit changer, soit faire évoluer son parcours, c'est de se demander est-ce que je pourrais subvenir à mes besoins. C'est le blocage numéro 1, donc c'est important d'en parler. Du coup, bon là, effectivement, je pense qu'il y a peu de gens qui ont ce blocage avec le développement, mais au cas où il y en aurait, effectivement, ça valait le coup d'être précisé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent dans la vie que tu as, donc de faire du développement comme métier, en fait, c'est ton gagne-pain, c'est ton métier. Ouais. Tu as aussi ta passion à côté et tu crées dans les deux, musique et dev. Qu'est-ce qui est différent, s'il y a quelque chose, bien sûr, de ce que tu avais imaginé au moment de te lancer en freelance, tu vois, entre l'image qu'on se fait de ce mode de vie et la réalité de ce mode de vie? Je pensais qu'en tant que freelance vendu à la journée, j'aurais un peu plus à être vraiment dans les bureaux, quoi. Et que ma vie serait un peu plus séquencée entre des missions vraiment à plein temps et puis des périodes d'un intercontrat que j'utiliserais pour faire de la musique. Pour l'instant, d'une part, je peux travailler de chez moi, et puis d'autre part, je peux dire à mon client, cette semaine j'ai travaillé 3 jours, 2 jours, 4 jours, deux choses qui sont plutôt positives par rapport à ce que j'attendais. Voilà, pour l'instant j'ai plutôt pas de points négatifs, mais je me dis que je manque un peu de recul. On mettra ça en commentaire quand tu commenceras à voir les limites du système. J'allais te poser aussi la question de qu'est-ce que tu apprécies. J'ai 2 enfants et c'est moi qui m'occupe des machines à laver, donc là du coup c'est assez pratique de pouvoir travailler de chez soi. Je suis quelqu'un d'assez casanier, donc c'est vrai que le fait d'être chez soi, il y a un truc assez confortable. Je pense que ce qui est souvent évoqué comme difficulté pour les gens qui travaillent chez eux, comme on dit les nomades digitaux, c'est effectivement le fait de ne plus avoir de structure, de plus avoir de cadre, se mettre à travailler à 11 heures, de rester en robe de chambre et tout. Moi du coup, tout père de famille qui va ramener ses enfants, du coup ça c'est déjà sa structure la journée entre le début et la fin de la garde. Il y a ce côté-là qui est bien. Bah voilà, puis de pouvoir aller faire les courses alors qu'on veut. Voilà, tout un tas d'aspects pratiques. Est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose qui symbolise bien ta vie actuelle ou ta démarche? Pendant toute la période l'année dernière où j'ai commencé un peu à réfléchir à tout ça, je me suis beaucoup intéressé au parcours de gens. Je pense que j'ai consulté beaucoup de profils LinkedIn, de fiches Wikipédia, donc aussi bien d'aujourd'hui que d'hier. À ce moment-là, j'ai lu un livre qui s'appelle Les Fous du son, donc comme ça parle à la fois de musique et d'entrepreneuriat, qui est écrit par un pianiste de jazz qui s'appelle Laurent Deville. C'était un livre assez inspirant sur des parcours de vie dans des choses qui avaient un lien avec la musique et avec l'ingénierie. Sachant que, en plus, toi, pour l'instant, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre, parce que on n'en a pas parlé là au micro, mais il se trouve que ton client est une start-up du monde musical en plus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai cherché des clients, j'avais une tendance naturelle à chercher dans le monde de la construction en premier. Et puis c'est une coach du programme Chance qui m'a dit ah mais en fait l'autre fois j'ai rencontré un type qui travaillait dans une start-up du monde de la musique. Et puis je me suis dit tiens mais en fait faudrait que je regarde les start-up du monde de la musique voir ce qu'il y a quoi. Et donc j'en ai contacté 2-3. J'avais cette idée que je serais d'autant plus efficace où je pourrais d'autant plus vendre une expertise si mon expertise de développement était liée à une certaine manière une connaissance produit, donc ça pouvait être le cas dans le monde de la construction par rapport à un développeur lambda, ou dans le monde de la musique, puisque là en l'occurrence c'est une startup qui développe une plateforme d'échange de partitions de musique. Moi, je m'occupe spécifiquement de la visualisation de la partition, donc en pratique de dessiner des portées, des clés de sol et des notes sur les portées. Ça a fait le lien, et c'est un peu la cerise sur le gâteau. Hein. Je suis plus devant des lignes de code que derrière un piano et une guitare, mais ça permet effectivement de donner un peu du sens à tout ça, même si pour moi, c'était pas la priorité, mais voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que le fait que ce soit dans un secteur d'activité qui te touche un peu, ça t'a peut-être boosté un peu. Oui, effectivement. Donc pour raconter un peu, le fait de démarcher
pouvait se faire de manière assez informelle. En l'occurrence, là, j'ai trouvé cette startup-là, j'ai vu qu'ils cherchaient quelqu'un, profil plus junior que moi, pour faire cette visualisation de la partition de musique. Et j'ai contacté la boss de l'entreprise, en étant complètement transparent sur le fait que mon envie d'être en freelance était aussi... Enfin, il y avait un petit côté alimentaire parce que je faisais la musique à côté. Et du coup, c'était quand même intéressant pour eux du fait que je sois musicien. Donc dans un premier temps, elle m'a dit non, en fait nous on cherche un CDI parce que c'est en fait une boîte qui a été rachetée, ils reprennent une codebase qui ne maîtrisait pas et donc il y avait un investissement initial à avoir pour rentrer dans le code. J'étais intéressé par le projet, donc j'ai été passer des entretiens. Et puis, comme ils avaient eu des expériences malheureuses de recrutement et que moi je pouvais pas commencer tout de suite pour une question de garde d'enfant, proposaient de venir faire juste une semaine de test. Et à l'issue de cette semaine, ils m'ont dit non, un peu coup de massue. Je dis non, en fait, pour un truc qui était plus junior que ce que j'étais susceptible de pouvoir faire, je m'étais pris la porte, quoi. Et donc ça a été un peu remise en question. Et puis le dimanche matin, je me suis levé en me disant mais en fait qu'est-ce que je risque? Maintenant qu'ils m'ont dit non, on s'est dit que moi à l'origine je voulais faire du freelance, je vais leur proposer de faire une mission au forfait, donc leur dire voilà, dites-moi ce qu'il y a à faire, dites-moi quel est votre budget, et si je le fais, vous me payez. Et donc ils ont accepté cette formule-là, qui du coup n'était pas risquée pour eux, et puis comme j'ai fait ce que j'avais à faire en moins de temps que ce qui était prévu, en moitié moins de temps, du coup j'ai pu rentrer dans le système. Effectivement, j'avais un peu boosté. J'ai d'emblée vu l'opportunité pour moi du fait que, comme j'avais déjà été joué carte sur table sur le fait que quelles étaient mes envies de vie par rapport à cette situation de développeur qui fait de la musique à côté, je rentrais dans un mode de travail qui me convenait d'emblée. Je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire quand on veut un peu switcher. Le très soft, c'est de garder le même métier et de changer de secteur d'activité. Ça permet déjà de se rapprocher d'un truc. Le deuxième, c'est de garder le même secteur d'activité et à peu près la même boîte, mais de changer de métier. C'est un peu plus musclé, mais c'est plus facile si on connaît tous les rouages de la boîte où on travaille. Puis il y a le troisième qui est de tout changer, ou qui est beaucoup plus ardu. Et je trouve que c'est pas inutile de rappeler que voilà, on peut aussi faire des changements un peu en douceur. Parfois, en se disant, je veux me rapprocher de tel secteur, je garde mon métier qui est l'ingénierie, la compta, la vente, peu importe, en me rapprochant d'un secteur. Souvent, ça génère des frustrations parce que ce qu'on veut, c'est trouver un boulot qui est plus aligné à ses besoins, mais ça peut marcher pour certains. En l'occurrence, pour l'instant, pour moi, effectivement, ça marche bien. Après, je ne sais pas quelle est la répétitivité de l'expérience et à quel point il y a vraiment un marché pour être freelance dans la technologie de la musique, quoi. Avant tout, je ne peux que le résumer comme ça, c'est que effectivement, je cherche toujours à acheter mon temps libre, c'est-à-dire que par rapport à ce que peut gagner quelqu'un qui a mon profil et mon âge, je veux bien gagner moins en ayant du temps libre et que c'est ça qui est prioritaire. C'est pour ça que je réemploie le côté cerise sur le gâteau pour le fait d'allier l'utile à l'agréable. Comment tu vois la suite ? C'est une question sur laquelle j'ai toujours eu du mal à répondre. Sur ma première expérience professionnelle, quand j'étais chez FA, je me souviens qu'il y avait des types qui étaient dans le service qui étaient blasés, qui disaient on va pas passer toute la vie dans ce service. Dans ma deuxième expérience professionnelle, je me souviens d'un entretien annuel où mon boss, celui qu'on a tous suivi ensuite pour créer la startup, me disait mais comment tu te vois dans 5 ans? Et je n'en avais aucune idée. Et en fait, j'en ai toujours aucune idée. La vie peut être faite effectivement de rebonds successifs comme ça. Avec l'âge, les rebonds vont devenir peut-être un peu plus difficiles. Mais là, j'ai vraiment du mal à voir la suite. Tout dépendra de la deuxième mission et puis de la troisième et de comment les choses s'organisent. Mais je suis incapable de me projeter, quoi. Quel conseil tu pourrais te donner à quelqu'un qui veut suivre un peu ton parcours, c'est-à-dire faire du développement pour financer sa passion ou pour s'acheter du temps, comme tu le dis assez bien? C'est quelque chose qui revient du coup des personnes qui me disent oui mais moi je vais me mettre au code et tout, mais qui effectivement le font pas. Le conseil, mais qui est un conseil bateau, c'est effectivement d'aller tester avant de se lancer dans une formation ou quoi, c'est d'aller tester ça par soi-même parce que du coup c'est quelque chose sur lequel il y a énormément de ressources sur internet, sur lequel on peut
pas mal apprendre par soi-même. C'est la meilleure manière de tester si on a envie de faire ça 30, 40 heures par semaine, selon la formule qu'on choisit. Ton conseil, donc, pour résumer, c'est de tester. Mon conseil, c'est de se confronter à la chose, quoi. C'est d'aller faire un tutoriel, si on a l'idée d'un projet qu'on a envie de faire par soi-même de développement, de le faire. J'ai pas l'impression d'être très inventif là-dessus, mais si ça peut débloquer des gens que je dise ça, je le fais, je le dis. Si un conseil qu'on aurait pu me donner, c'est peut-être de prendre une distance avec ce que pouvait être un peu le discours en école d'ingénieur. On était surtout des ingénieurs généralistes et les types qui étaient trop techniques, ils allaient pas vraiment évoluer dans leur carrière, puis ils allaient manquer d'ouverture et tout. Et en fait, on rencontre des gens qui font des métiers d'expertise et qui sont complètement ouverts à tout un tas de choses. Ce discours paraissait un peu superficiel. Enfin, en tout cas, à moi, ne me correspondait pas du tout. La question de la fin, qu'est-ce que tu recommanderais, le petit challenge qu'on peut poser, quelqu'un qui veut te suivre, qui veut apprendre à coder pour s'acheter du temps, qu'est-ce que tu lui proposerais de faire? Ce que je lui proposerais, c'est effectivement de se confronter à ce que peut être son futur travail, donc commencer déjà à se former, à chercher sur Internet un tuto, un projet de développement qui lui plaît, de se lancer et de se donner un objectif, de le faire sur une semaine, 2 semaines, un mois, je ne sais pas quelle période, pour effectivement se confronter à savoir est-ce qu'il aurait vraiment envie de faire ça 40 heures par semaine, parce que voilà, moi ça me plaît, mais je comprends tout à fait que ça puisse ne pas être le cas de tout le monde. Ouais, écoute, merci beaucoup, bonne chance à ceux qui tenteront ce petit challenge. Bonne chance à eux. Et moi je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous raconter. C'était un plaisir, Alban. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs.